Le matin, je prends mon thé, je lis les journaux, je suis en colère. Je sors, je suis en colère. Pour moi, la colère est à la base de tout engagement, avait-elle confié à Libération il y a quelques mois, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Un féminisme décolonial. La réflexion de cette politologue féministe et antiraciste a été nourrie depuis son plus jeune âge, à La Réunion, où elle a grandi, auprès de sa mère, Laurence Desroins, militante communiste et féministe, de son père, Paul Vergès, fondateur du Parti communiste réunionnais, ou de son oncle, l'avocat Jacques Vergès. Cette réflexion irrigue ses travaux sur l'histoire coloniale et le féminisme. Françoise Vergès nous emmène dans sa bibliothèque et recommande 3 romans, 3 livres politiques, dont un seul en français parce qu'elle adore lire en anglais. Ces 3 livres sont De nos frères blessés, de Joseph Andras, un roman de la japonaise Yoko Tawada, The Last Children of Tokyo, et Theory, un roman de la canadienne Dionne Brand. Dionne Brand est l'une des romancières et poétesses les plus célébrées du Canada. Dans l'un de ses essais, A Map to the Door of No Return, elle écrit ce que je traduis de mon mieux ainsi: les livres qu'on lit nous laissent dans le corps des mouvements, une certaine façon de bouger, de se retourner, une certaine façon de fermer les yeux, une façon de partir, des hésitations. Les livres laissent certains sons, un certain rythme. La plupart du temps, ils laissent l'insaisissable, qui est tout ce qui compte. Ils laissent beaucoup plus que des mots. Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez le Book Club, un podcast de Louis Média qui vous aide à renouveler votre bibliothèque. C'est Clémentine Golzal qui s'est glissée dans celle de Françoise Vergès. Il y a des livres partout, dès l'entrée, et ensuite dans tout l'appartement. Alors, votre appartement est une bibliothèque, quoi, en fait? Oui, c'est une bibliothèque qui commence, en fait, je sais pas, je dois avoir des livres depuis mes 20 ans. J'ai dû en donner beaucoup, parce que je sais pas, je crois qu'il y a 4-5 ans, j'ai dû donner 30 cartons de livres, parce que j'avais plus de place. Ce que je fais aussi, c'est par exemple, je les laisse sur les bancs, dans la ville, sur la table d'un café, en me disant que quelqu'un le prendra et que voilà, ça fera une lectrice heureuse. La bibliothèque ouverte. Oui, la bibliothèque ouverte. Alors, si on devait partir à la visite de cette bibliothèque, à la rencontre de cette bibliothèque, par où commencerions-nous? Est-ce qu'on commence géographiquement, c'est-à-dire le premier pan? Oui, on peut commencer comme ça. C'est pas rangé par ordre alphabétique, hein? Ah non, jamais. Jamais, parce que alors là, je m'y retrouverai absolument pas. Ah bon? Non, c'est par thème. Oui, c'est par thème. Voilà. Alors là, j'ai tout l'océan Indien, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'océan Indien, à la fois littérature, essai historique, essai anthropologique, tout cela. Là, on commence déjà les catalogues d'exposition. Mais c'est surtout, vous voyez, comme mes bibliothèques sont remplies aussi d'objets. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour la décrire, donc c'est une bibliothèque où il y a effectivement beaucoup de livres, donc des livres jusqu'à mi-hauteur, ensuite des beaux livres, donc ce que vous disiez, des catalogues, et des photos, des objets, même un pan de tissu que j'imagine être indien. Oui, c'est un tissu, en fait, c'est des tissus qui sont utilisés dans le sud de l'Inde et qui racontent des histoires, si vous voulez. Là, c'est une petite mythologie. Donc, ça serait comme un livre aussi qui se développe, voilà, qui se déroule devant les livres. Et puis, ça, c'est des photos que moi, j'ai prises au cours de mes voyages ou des cartes postales qui me parlent. Là, c'est ce que j'ai gardé de littérature, hein, donc c'est 4 étages. Donc là, c'est 4 étages au-dessus du canapé, je dirais 2 mètres de long, 2 mètres et demi de long. Là-haut aussi, il y a de l'histoire et de l'essai. Et puis là, on a à la fois des livres d'essai, mais aussi de la littérature. Quand vous dites littérature, qu'est-ce que ça recouvre pour vous? Littérature, c'est quand même à la fois le roman, et puis parfois de l'autobiographie, que je considère comme aussi quand même un essai littéraire, enfin un essai d'écriture. Les voyages aussi, il y en a quelques-uns, c'est-à-dire une écriture un peu plus personnelle. Il y a pas mal de Coetzee, parce que j'ai beaucoup aimé Coetzee à un moment donné. Grand auteur sud-africain. Oui, grand auteur. Amitav Ghosh, que j'ai aussi beaucoup aimé à un moment donné. Je peux lire 3-4 romans par semaine. D'abord, je lis partout, tout le temps. Et puis parce que j'aime ça, alors voilà.
Par exemple, Coetzee, j'ai commencé à lire et puis alors j'ai tout lu d'un coup. Rushdie, hop, et je lis tout. Je sais pas, il y a un peu un côté comme ça, compulsif. Donc ces livres-là, est-ce que vous les ressortez de la bibliothèque, vous les avez annotés, vous les gardez ou est-ce qu'ils sont intégrés à vous et c'est important de les avoir en visuel? Susan Sontag disait qu'une bibliothèque, c'est comme un moyen mnémotechnique visuel. Oui, beaucoup. Pour moi, c'est très visuel. Si je vois pas de livres, je peux les oublier. Tous mes livres sont annotés, pliés dans tous les sens. Voilà, oui. Il paraît qu'il faut pas le faire, mais enfin bon. Il n'y a pas de règle, hein. Non. Alors là, sur notre gauche, donc... Là, c'est les musées et l'art. Ça, ce sont des beaux livres, hein, plutôt. Ouais. Là-haut, c'est la théorie, si je puis dire. Est-ce que vous arrivez à vous y retrouver? Vous savez vous avez l'air de la connaître très bien, cette bibliothèque. Vous savez retrouver quelque chose comme ça en 2 minutes? En 2 minutes, parfois non. Parfois, il faut que je regarde. Mais je sais un peu où sont les choses. Oui, je sais un peu où sont les choses quand même. Voilà. Là, c'est un peu de littérature. Ah oui, alors là, je vois Richard Wright, Marguerite Visser, Stuart Hall. Alors, c'est un peu caché, effectivement, par toujours des petites cartes postales. Nasty Women Make History. Et donc là, ça continue. Oui, on a de la psychanalyse. On a les livres, dictionnaires, si vous voulez. Là-haut commence l'esclavage. L'esclavage commence donc au-dessus de la psychanalyse et des dictionnaires. C'est psychanalytique en soi. Là, c'est un peu la question des génocides, des guerres. J'aime beaucoup que vous ayez mis Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer au milieu de ces questions-là, justement. Oui, parce que je trouve, si vous voulez, c'est une réflexion sur nature, culture, humain, non humain, et est-ce que les humains font humains, quoi. C'est quelques récits de personnes. On a Germaine Tillon, mais aussi Charlotte Delbo sur évidemment la question de témoignages de déportés. Sublime Charlotte Delbo. Là, on continue. Là, on est dans la catastrophe climatique, si on peut dire. Vous voyez, avec sur la question carbone démocratie, sur la question l'environmental histories et la guerre froide et l'histoire environnementale. Donc tout ça, c'est en anglais. Là, on est plutôt dans de la théorie. C'est un peu, il y a Arundhati Roy, Gramsci, voilà, différentes choses. Et juste en dessous des catastrophes, il y a toute une petite section qui est dévolue à Jacques Vergès. Oui, parce que c'était mon oncle et qui me donnait tous les livres qu'il publiait, donc je les ai gardés, ils sont là. Ils sont dédicacés ? Oui, ils sont tous dédicacés, oui, ils sont tous dédicacés. Je vois un essai d'Yvan Jablonka aussi. Oui, c'est sur les enfants ce qu'on appelle les enfants de la Creuse, c'est-à-dire ces enfants réunionnais déportés en France. Puis après, il y a un peu d'histoire, parce qu'il faut bien quand même en mettre quelqu'un qui tient tous ces livres. Alors là, quand même que je raconte, on est dans un étroit couloir qui relie donc le salon, salle à manger, à ce que j'imagine être votre bureau. Et il y a tout en haut, au-dessus de nous, tout du long, une étagère de livres. Alors là, Là, on a la psychanalyse. Ils sont difficilement accessibles, ceux-ci. Moi, j'ai ma petite échelle, j'ai mon petit escabeau, je sais tout à fait. Donc là, tout ça, c'est la psychanalyse. Là-bas, c'est différents livres sur la question coloniale. Là, c'est un peu de l'île de la Réunion, histoire coloniale, voilà. Et la psychanalyse, ça a été un sujet d'étude pour vous? Ça a été un sujet d'intérêt, très grand sujet d'intérêt. Dans les années 70-80, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup suivi de groupes de parole. Vous êtes plutôt freudienne ou lacanienne? Vous avez vous-même suivi une psychanalyse ou? Oui, je suivi une psychanalyse. Je suis ni ceci ni cela, parce qu'alors s'il y a une chose que j'ai décidé dans la vie, c'est de ne pas adhérer à une école, quelle qu'elle soit. De toujours m'interroger justement sur mais si je regardais ça d'un autre œil, qu'est-ce que je verrais, comment je comprendrais. Peut-être qu'il y a quelque chose à laquelle vraiment j'adhère pas, c'est sans doute Jung. La question, oui, ça beaucoup moins. Mais c'est toujours de considérer l'autre aspect ou des autres aspects d'une chose, quoi, de ne pas s'en rester à une seule explication. Alors là, dans votre chambre, il y a encore des livres, évidemment. Oui, encore des livres, oui. Je sais pas, moi, que les livres soient partout dans la maison, que dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre, même dans la salle de bain, ne me semble pas problématique. C'est pas. Le livre a beaucoup été un recours dans ma vie. Elle est toujours, c'est-à-dire, ça me rend très patiente. Si j'ai un livre, j'attends. Donc, dès que je vais de quelque part, de toute façon, partout, j'ai constamment un livre sur moi. Ça m'apaise beaucoup. Et puis, ça m'enthousiasme.
à la fois parfois juste la manière dont une phrase est formée, quoi. Il y a des moments je crie de joie parce que je lis une phrase que je trouve tellement belle. Et puis les histoires, la capacité parfois de lire la même histoire, quoi. Enfin, je veux dire, par exemple, une histoire d'amour, si vous voulez, c'est quand même le sujet de beaucoup de romans. Et chaque fois, c'est nouveau. Je trouve ça formidable. Ce que raconte cette bibliothèque aussi, j'ai l'impression, ce qu'on en a vu, on va continuer parce qu'il y en a encore beaucoup dans le bureau, mais c'est aussi le livre comme un vecteur de réveil civique, citoyen, de vecteur d'indignation. Quand vous dites que ça vous apaise, la lecture est apaisante, mais c'est aussi, j'imagine, les livres dont on a parlé. Certains livres sont aussi des moteurs d'éveil et de colère ou pas du tout? Oui, certains aussi de bouleversement. C'est-à-dire c'est chaque fois nouveau, la voix est nouvelle et donc ça me fait entrevoir un aspect que j'avais peut-être pas vu ou même de le redire. Enfin, ça fait fonctionner ma petite cervelle, quoi. Rien n'est jamais fermé. Je pourrais toujours apprendre quelque chose. C'est ça qui me passionne. C'est que finalement, je sais toujours rien. Ouais, c'est un continent infini. Alors là, au bout de ce couloir, on arrive dans votre bureau. Et là, il y a encore donc des livres partout. Il y a quand même un ordinateur, un bureau exceptionnellement rangé. Ah oui, ça, j'ai besoin que ce soit rangé. Et alors là, il y a des livres du sol au plafond. Alors là, tout là-haut, comme ça, tout ça, et puis ça descend, c'est le féminisme. Ah, alors nous y voilà. Voilà, qui commence, vraiment, il y a des livres des années 70, des livres en anglais et en français, surtout c'est de la théorie, de la psychanalyse, de l'histoire, de sexualité, enfin tout, féminisme noir, féminisme autochtone, enfin de tout, littérature, critique littéraire, critique du cinéma, enfin il y a tout, il y a de tout. Et je vois le numéro de Partisan de 70 dans son édition originale, Libération des femmes, année zéro. Beaucoup de littérature féministe en anglais, hein. Oui, beaucoup en anglais, oui. Beaucoup en anglais, oui. Beaucoup en anglais. Angela Davis. Oui. En traduction aux éditions des femmes. Oui. Femmes, race et classe. Mais en anglais aussi, Women, Race and Class. Vous avez gardé les deux? Oui, j'ai gardé les deux, oui. Est-ce que cette bibliothèque extrêmement fournie vous encourage à écrire ou est-ce que de temps en temps vous avez le sentiment en regardant tous ces livres que tout a été fait? Non, parce que justement, chaque fois avec un livre, je trouve que ça me relance autre chose, ça m'ouvre. Et même quand j'écris et que je lis quelque chose après, je me dis, mince, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas pensé à cet aspect. Donc voilà, tiens, ça serait bien à fouiller. Il faudrait peut-être reprendre. Voilà, ça c'est une photo de Ho Chi Minh avec mes parents. Ah oui, dis donc, c'est pas rien ça. Une photo de Ho Chi Minh avec vos parents. Avec des photos, j'aime beaucoup parce qu'il y a des photos de mariage, il y a des photos vraiment de la vie, quoi, et à côté d'images de James Baldwin, d'images par ailleurs, d'images aussi très difficiles, de photoreportages. Oui, là, on a évidemment la photo du congrès des écrivains artistes noirs de 56, la photo dans la Sorbonne, où il y a une seule femme. Bon, mais enfin, voilà. Tout ça, c'est ce que vous voyez quand vous levez le nez de votre ordinateur. C'est en face de votre bureau. Voilà. D'accord, il y a un dernier petit pan à côté de la fenêtre. Ça c'est l'histoire, mais la théorie sur l'histoire. L'hygiène dans la République. Voilà. Là, c'est esclavage. Ah là, donc là, c'est toute une bibliothèque, pareil, du sol au plafond, je dirais 70-80 cm de large. Là, parce que j'ai plus de place, parce que quand même, j'ai beaucoup travaillé, je continue beaucoup à travailler, donc c'est à la fois de l'histoire, de l'étude de cas, de l'ethnographie, de la psychanalyse, l'histoire de la nature, l'histoire des goûts, l'histoire des plantes médicales connues des personnes esclavagisées, le bâtonnet grillien, enfin il y a de tout. Il y a vraiment et puis toujours une petite provocation. Un petit livre de citations de Mao Tse-tung. Ce que dit cette bibliothèque, j'ai l'impression, c'est que vous trouvez quelque chose à garder dans chaque livre, quoi. Il n'y a pas un moment où vous vous dites ça, c'est le livre définitif sur telle question. Non, jamais. Jamais. Il y a toujours quelque chose dans un livre, toujours. Et puis, mais il y a dans d'autres livres aussi. Alors, on va passer aux 3 livres que vous avez choisis pour nous. Je dois dire qu'en préparant l'émission, vous vous êtes complètement rebellé contre le concept. Vous trouvez qu'il faut pas choisir les livres, qu'est-ce que ça veut dire de choisir 3 livres comme ça de manière arbitraire. Donc, du coup, c'est un choix que vous revendiquez comme un choix de l'instant.
de ce qui vous est venu. Comment vous choisissez les livres que vous lisez, justement ? Alors, pour les essais, c'est l'intérêt que j'ai pour quelque chose à un moment donné. Hein. Pour les romans, c'est où j'ai lu quelque chose à propos de ça, ou quand je vais dans les librairies, je regarde la 4e de couverture, puis j'essaie d'en lire 2 ou 3 pages pour voir si quand même, à part la 4e qui peut être attirante, ça va m'attirer. Voilà. Je lis peu de littérature française, alors je peux pas en dire grand-chose. Des auteurs actuels, je suis désolée, mais je peux pas en dire grand-chose. Je lis beaucoup en anglais parce que j'aime beaucoup cette langue. En français, je peux lire des choses, mais un peu classiques plutôt. C'est-à-dire, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qu'il raconte ? Mais tiens, je pourrais relire Balzac ou chose. Mais sinon, non. Ou alors parfois des témoignages. Je sais pas, il y a 2 étés, tout d'un coup, ça a été la littérature prolétaire. Et ça m'avait beaucoup intéressée, ouais. Alors, c'est une parfaite transition avec le premier livre dont vous avez choisi de nous parler, qui est d'une part un livre de littérature française, donc qui s'est frayé un chemin dans vos intérêts, et qui est un livre qu'on pourrait qualifier, je pense, de livre de littérature ouvrière. C'est un roman qui s'appelle De nos frères blessés, de Joseph Andras, qui a paru chez Actes Sud en 2016. C'est un premier roman. Il a reçu le Goncourt du premier roman, qu'il a refusé. Ouais, on va en parler. Joseph Andras, c'était donc cet inconnu qui sort un premier roman chez Actes Sud, et il décide de se pencher sur l'histoire de Fernand Yveton, qui était un ouvrier indépendantiste français né en Algérie, qui a été arrêté en 1956 pour avoir posé une bombe dans une usine d'Alger. La bombe n'a pas explosé. Et Fernand Yveton a été détenu, interrogé, jugé et guillotiné. Ça a été le seul blanc guillotiné durant l'histoire de la guerre d'Algérie. Le livre est magnifique parce que c'est de la vraie littérature. Et Joseph Andras revient notamment sur la relation entre Fernand Yveton et sa femme, et vraiment sur l'histoire de cet homme pour redonner de la complexité et de l'épaisseur à ce destin, pour qu'il ne soit pas justement, j'ai l'impression, connu uniquement comme le seul blanc qui s'est fait guillotiner pendant la guerre d'Algérie. Et ça, c'est peut-être ça aussi la force de la littérature, c'est de pouvoir épaissir les destins et leur donner une dimension comme ça qui va bien au-delà de l'idée un petit peu parfois caricaturale du martyr, même si oui, on rend hommage au martyr. Mais là, il s'agit de rendre hommage vraiment à un homme complexe avec une histoire des gens qu'il aime et des gens qu'il aime. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre avant tout ? L'écriture, c'est une très très belle écriture. C'est vraiment, j'ai trouvé ça admirable. Parce que c'est quand même quelque chose de rare. Et j'ai trouvé ça très très beau. Vraiment, très belle écriture. L'histoire, bon, je la connaissais un peu parce que, bon, vu sur quoi je travaille, mais je trouve c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'Yveton redevient une personne, un individu, et il y a quelque chose de tendre, il y a une tendresse dans le livre pour cette personne qui n'était pas donc un grand militant, mais avec sa vie, et sa femme, la présence de sa femme. Non, j'ai trouvé ça très beau. Oui. J'ai trouvé ça très beau. Je l'ai fait lire pratiquement à tout le monde autour de moi. Du coup, c'est une littérature là pour le coup qui est votre allié. Mais votre allié, j'ai l'impression, votre allié sentimental, émotionnel, historique et politique. Oui, c'est à la fois redonner à ces personnes. Oui, leur redonner de l'épaisseur, leur sortir, c'est pas seulement un nom, c'est pas seulement un fait, c'est au-delà. On sort d'une description simplement binaire ou de fait, et on entre vraiment dans tout ce que cela fait à la personne profondément, à son corps, à son âme, à son psychisme, comment ça peut affecter cette personne et son entourage et son environnement. Et je trouve... c'est ça, je pense aussi vers quoi on devrait de plus en plus se diriger pour rendre concret et matériel ce que la cruauté du monde fait aux êtres humains. Joseph Andras, je l'ai dit, a reçu le prix Goncourt des lycéens, donc pour De nos frères blessés, qu'il a refusé. Il a donné une seule interview au journal L'Humanité. Il habite hors de Paris. Il revendique vraiment
une littérature très politique qui a une fonction sociale, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que c'est extrêmement bien écrit, son positionnement, lui, en tant qu'écrivain, est de refuser la médiatisation, de laisser les livres parler pour eux-mêmes. Est-ce que vous imaginez une littérature qui ne soit pas politique avoir une place dans votre bibliothèque ? Ça dépend ce qu'on entend par politique, parce que c'est vrai que je suis intéressée par quand même la littérature qui me fait entrer dans des situations, de manière personnelle ou forte, et qui donc mettent en lumière des choses qu'on dirait politiques ou sociales et culturelles, mais à partir de vraiment profondément individuelles. Donc on peut appeler ça, oui, politique, je sais pas, mais Le Dieu des petits riens d'Arundhati Roy, on peut dire que c'est politique parce qu'elle met en scène quelque chose qui est en lien avec des faits, mais c'est complètement, ça dépasse, quoi, je trouve. Oui, enfin, c'est lié. Mais c'est pour ça aussi que pour moi, j'ai besoin de lire les deux choses, à la fois l'essai et à la fois la littérature. Donc parfois, si je travaille quelque chose, donc je lis des essais là-dessus, je regarde ce qui serait de l'ordre de la littérature autour de cela. Avec tout ce que ça pose aussi comme question sur les sujets sur lesquels vous travaillez, de qui parle. Parce que par exemple, je pense typiquement au génocide rwandais, qui a été très peu raconté par les Rwandais, mais à cause d'une tradition orale qui est moins littéraire que la tradition juive, qui fait que la Shoah a été énormément exploitée, explorée en littérature et dans la forme écrite. Ça, d'aller chercher ces voix-là sous la forme de la littérature, quel est votre positionnement vis-à-vis de ça ? Parce que Joseph Andras, par exemple, typiquement, il raconte une histoire qui n'est pas la sienne. Ça dépend de la position, évidemment, de l'auteur, comment l'auteur aborde ces personnes. Mais moi, je circule aussi, je vois qui parle, donc j'essaye de lire le plus possible de témoignages directs. Je suis très, très attirée par les témoignages directs, par les paroles directes, mais aussi la traduction en littérature, ça dépend évidemment comment c'est fait et par qui c'est fait. On est d'accord là-dessus, hein. Mais d'abord, le titre, je le trouve aussi très beau, hein, de Nos frères blessés. Je trouve que c'est un très beau titre et qui évoque aussi quelque chose de comment nous témoignons pour nos sœurs ou nos frères blessés, qui n'ont pas laissé de témoignage, mais que pouvons-nous dire, pas à leur place, mais aussi quand même pour que leur trace ne soit pas totalement effacée. Donc c'est ce travail-là qui m'intéresse, c'est de parler. Il y a aussi, beaucoup plus en anglais qu'en français, toute une écriture aujourd'hui, même sur l'histoire, où quelque chose essaye de passer de plus personnel que simplement les archives, les faits bruts, surtout autour de questions comme esclavage, colonialisme, impérialisme, où peu de personnes ont pu avoir l'accès à l'écriture ou l'accès à la publication, et à partir duquel des auteurs aujourd'hui essayent de laisser une trace, de les faire revivre, et de trouver la forme qui va pas les effacer ces voix, qui va pas non plus les blanchir ou les pacifier, et de redire quelque chose. C'est très très important d'avoir ou littérature ou essai qui redonnent justement aux personnes leur force, leur présence, et faire donc Yveton, c'est lui redonner aussi l'individualité de son geste. C'est un geste qui est à la fois collectif, puisqu'il est un geste de lutte pour l'indépendance de l'Algérie, et en même temps mêlé à lui, quoi, à sa vie. Donc tout ça, c'est aussi ça qui peut m'intéresser dans la littérature. De réinjecter de l'intime. Alors, je propose qu'on passe... On les prend dans l'ordre de la pile. Le second livre dont vous avez décidé de nous parler aujourd'hui n'a pas encore été traduit en français, mais il pourra peut-être l'être parce que l'auteur est une japonaise qui vit en Allemagne depuis les années 80. Elle est née en 1960, je crois, à Tokyo, mais elle vit en Allemagne depuis les années 80. Elle est traduite en France aux éditions Verdier. Elle s'appelle Yoko Tawada et le livre s'appelle The Last Children of Tokyo. C'est un livre de science-fiction qui est sorti donc en anglais sous ce titre-là et en anglais américain sous le titre The Emissary. Et il a reçu le National Book Award en catégorie livre traduit en 2018. C'est un roman assez court, qui est une dystopie. Ça m'a assez surprise que vous lisiez ça, j'avoue. C'est un roman qui fait 140 pages, qui se passe à Tokyo dans un futur proche, je pense, dans un monde complètement dévasté par une catastrophe indéterminée qui fait beaucoup penser à Fukushima.
Et dans ce monde-là, les adultes qui sont nés avant la catastrophe sont devenus plus ou moins immortels, alors que les enfants souffrent de problèmes de santé terribles qui les font mourir très jeunes, ils perdent leurs dents. Et on y suit l'histoire de Yoshiro, qui a plus de 100 ans, et qui côtoie son arrière-petit-fils Mumei, qui lui a 12-13 ans. Et c'est un monde à la fois complètement terrible, et aussi une sorte évidemment, une parabole à la fois ce que peut être une catastrophe, climatique, naturelle, industrielle, et aussi sur ce que change cette catastrophe dans notre rapport au monde, parce que par exemple dans ce livre-là, une des choses qui arrive après la catastrophe, c'est que le genre est aboli et les gens se mettent à changer de genre au cours de leur vie. Je suis surprise par le côté science-fiction et en même temps, en racontant le livre, je comprends très bien pourquoi ça a pu vous plaire. Je suis pas une grande lectrice de science-fiction, effectivement, mais je suis intéressée, par les livres d'Octavia Butler, évidemment, la grande autrice africaine-américaine de science-fiction aussi. Donc, je suis intéressée par la dystopie écrite par des personnes qui c'est pas la dystopie masculine, je pourrais dire, de violence absolue qui fait le sujet de beaucoup de films d'Hollywood, mais la dystopie à partir de comment va-t-on survivre, quoi. Quelle est la forme de survie? Et c'est quand même beaucoup plus de femmes qui écrivent là-dessus que d'hommes. Je veux dire, il y a quand même un côté genré, si on peut dire. Et dans The Last Children of Tokyo, oui, ce qui m'a intéressé, c'est ces renversements constants, c'est-à-dire c'est les personnes âgées qui vivent pour toujours, qui sont immortels. Les enfants meurent beaucoup plus. Donc, il y a effectivement cette question de condamnation des générations à venir par la manière dont le monde est de l'économie d'aujourd'hui, de ce qu'on appelle le capitalisme catastrophe, ou des désastres, enfin, peu importe. Mais c'est aussi ce côté où ces enfants sont à la fois humains et aussi une certaine animalité, de la façon dont elle les décrit. C'est-à-dire qu'ils ont des fonctions un peu qui sont revenues proches de ce qu'on appelle la nature animale. Oui, j'ai trouvé qu'elle avait réussi. Elle avait réussi l'exercice, comme on dit. C'est bien écrit. C'est aussi, j'aime bien les livres qui après continuent à flotter dans ma tête. Et donc celui-là m'a flotté dans la tête, comme ceux d'Octavia Butler me flottent dans la tête aussi, voilà. J'aime bien ça. C'est écrit de manière quotidienne, quoi. C'est la vie quotidienne. Donc il y a pas de grande théorie sur la catastrophe, la fin du monde, tout ça. Mais c'est là. Non, c'est vraiment parce que donc je disais que j'étais pas une grande lectrice de science-fiction, mais depuis quelques années je m'intéresse à la science-fiction féministe. Bon, j'avais lu quand même Charlotte Gellman, tout ça, parce que ça fait partie, La Servante écarlate, tout ça fait partie quand même, on pourrait dire d'une lecture féministe de base, c'est-à-dire de vraiment, c'est pas nécessairement parce que c'est de la science-fiction, ça fait partie des classiques de la littérature féministe. Mais là, je me réintéresse, je pense à partir des livres d'Octavia Butler qui m'ont réintéressée. Je suis pas une passionnée de la science-fiction. Ce qui m'intéresse, c'est quand c'est très proche du présent. Mais les trucs qui se passent, je sais pas quoi, en l'an 3022, avec des espèces de trucs totalement technologiques, complètement zinzin, ça m'intéresse pas beaucoup parce que je trouve que le présent est suffisamment dystopique et que le passé a été totalement dystopique, qu'il y a déjà de quoi faire. Là, sur le livre de Yoko Tawada, il y a un autre aspect, je pense, sur lequel je voudrais vous entendre, c'est cette idée de la catastrophe écologique comme réveil ou accentuateur des inégalités sociales, raciales, de genre, économiques. Et ça, je trouve que c'est des pistes de réflexion qui sont encore un petit peu embryonnaires, en tout cas dans le grand public, mais je suis sûre que vous connaissez très bien, et qui sont très intéressantes, la manière dont ce sont les femmes, les minorités, les opprimés en général, qui souffrent en tout premier lieu de la catastrophe écologique qui s'annonce, qui se prépare ou qui est déjà en route. Oui, c'est déjà en route. C'est un sujet sur lequel j'écris depuis 3-4 ans, et qui est vraiment exactement ce que vous disiez, c'est comment finalement on pourrait voir que dès l'esclavage, le colonialisme, il y a un basculement dans la relation à la nature. C'est pas qu'il n'y avait pas eu des empires ou des royaumes qui auparavant avaient détruit des forêts, utilisé le travail forcé, etc.
Mais il y a quelque chose qui se balance parce que ça devient vraiment global, quoi. Ça devient sur le monde. Il y a un basculement. On sait que l'esclavage, c'est non seulement évidemment la déportation de millions d'Africaines et d'Africains, mais aussi des transports d'animaux, de plantes. Tout ça se met à circuler. La déforestation énorme parce qu'il faut bien faire, je veux dire, pour avoir des plantations de tabac, de coton, de canne à sucre, il faut quand même détruire les forêts. Donc il y a quelque chose pour moi, qui est très intéressant au XVIe siècle, c'est-à-dire de cette relation où l'Europe pense une nature qui n'a pas de coût, parce qu'elle est là d'abord pour servir le profit, et puis elle va se renouveler toute seule. Donc on peut tout détruire parce que finalement ça se renouvelle, et qui va avec l'histoire que l'humanité aussi, la force de travail, il y a une source infinie qui va être l'Afrique, et donc une exploitation des deux jusqu'à épuisement des sols, épuisement des mines, épuisement des corps. Donc ça m'intéresse de voir ça et de revoir la relation avec aujourd'hui. Je lis beaucoup de choses là-dessus, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, c'est vrai ce qu'on appelle une certaine science-fiction, mais je trouve qu'on devrait lui donner un autre nom, mais je pense, j'ai pas beaucoup d'imagination pour ça. Margaret Atwood, elle a un mot pour ça. Elle dit qu'elle fait de la fiction spéculative. Oui, c'est pas mal comme formule, oui. Et moi, je trouve que si vous voulez, le passé n'est pas du tout passé, il est notre présent. Et on nous le propose comme futur. Donc, c'est surtout exploré dans cette littérature spéculative et puis dans des essais, mais qui dépassent parfois la fiction, justement, là. On n'imaginait pas que ça aille aussi rapidement et que ça soit aussi global. Alors, je pense que c'est une bonne transition pour passer au 3e livre que vous avez choisi. Alors, c'est une auteure, j'avoue, une autrice dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Dionne Brand, qui est une immense écrivaine, poétesse, essayiste, documentariste canadienne, qui est née à Trinité. Vous avez choisi son dernier roman qui s'appelle Theory. Ça a paru en 2018 aux éditions Penguin Random House. Et donc ça, je peux pas du tout garantir que ce sera traduit en français parce que son œuvre, c'est incroyable, n'est pas traduite en français. C'est une écrivaine qui travaille depuis la fin des années 70 la question des inégalités sociales qui frappe vraiment à l'intersection du genre, de la race et de la classe. Theory, c'est un roman qui suit le parcours d'un narrateur ou d'une narratrice. Alors ça, en français, ça pose vraiment des énormes problèmes de traduction. Parce que son genre n'est pas identifié. Il ou elle s'appelle Theoria. Il a 40 ans et peine à finir sa thèse. Et se retourne sur ses histoires d'amour passé. C'est un roman qui est divisé en 4 parties. Les 3 premières rappellent à chaque fois une histoire d'amour. Et la 4e partie et sur cette difficulté à finir cette thèse. C'est vraiment une illustration de la difficulté à vivre en société tout en essayant d'exister en dehors des normes imposées. Voilà. Jusqu'où peut-on résister au binarisme que nous impose le monde tout en participant au monde? Parce que écrire une thèse, c'est participer au monde universitaire, vivre des histoires d'amour, c'est participer aussi au monde social et en tout cas interagir avec les autres. C'est une littérature à la fois extrêmement littéraire, une langue extrêmement travaillée et en même temps très idéologique, très politique, très intellectuelle, très féministe, très antiraciste. Ça vous ressemble énormément. Je suis très contente de finir par ça parce que je crois que c'est une vraie découverte. Moi, j'ai découvert récemment et ce livre, j'ai trouvé ça... C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est cette écriture, vous n'allez pas pouvoir être paresseuse. Je veux dire, c'est des histoires d'amour, c'est l'impossibilité d'écrire, la question du racisme, la question du genre. Tout ça est familier. Et en même temps, c'est constamment nous faire entrevoir autre chose que le chemin normé. Et c'est ça que j'ai aimé. Ça m'a rappelé un petit peu ce projet incroyable littéraire de Toni Morrison dans Home, qui avait écrit un roman où on ne savait pas si les personnages étaient noirs ou blancs. Oui, je trouve que... Alors ça, c'est beaucoup de femmes, Dionne et noires, elles essayent de rentrer là-dedans. Qu'est-ce que ce serait que le post-racisme? Pas le post-racial, mais le post-raciste. Qu'est-ce que ça serait quand justement un monde où nous ne sommes plus dans ces hiérarchies de genre et de race, et qui, en tenant compte de ce que le genre et la race a fait aux personnes. Donc c'est pas ça n'a jamais existé, on sort de là, un monde gentil, magnifique, ça. Non, on est dedans, mais en même temps, voilà, il faut absolument
fuir aussi, se donner la possibilité de fuir tout cela. Et il y a tout un groupe de femmes noires américaines ou du Canada comme Diane, mais aussi dans l'Amérique du Sud, qui sont dans cette littérature qu'elles appellent fugitive, et qui est donc justement de sortir de ça et à moins répondre aux injonctions de la norme. Donc je trouve que c'est très libérateur et très prometteur. Donc c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce roman de Diane Brown. Pour moi, dans ce roman, il y a aussi cette idée de la représentation dont on parle beaucoup aujourd'hui et du fait que des personnes, à la fois des Noirs, des Arabes en France, n'ont pas trouvé dans la littérature des gens à qui s'identifier, que des gens qui refusent de se voir assigner le genre ne se retrouvent pas identifiés. Et donc ce roman est vraiment pour ça offre comme une maison. Voilà, pour ces gens qui veulent évoluer le temps de 150, 200, 300 pages dans un monde où le genre n'est pas une question, n'existe pas comme un problème. Vous, personnellement, quels sont les romans où vous vous êtes trouvés chez vous, en ce sens-là, les romans qui vous ont construit? Il y en a trop, il y a tout ça, là, tous ces livres, plus tous les cartons que j'ai donnés. Puis la vie a beaucoup compté aussi, les hasards, les rencontres. Pour moi-même, par exemple, j'ai été ce qu'on appelle un garçon manqué, petite et adolescente. Je supportais pas le côté fille qu'il fallait être. Je trouvais les filles nunuches, vraiment. Et puis maintenant, si vous voulez, je trouve que je fais ce que je veux et puis voilà, j'ai pas besoin. Je fais ce que je veux. Enfin, pour moi, la littérature m'a aidée justement à savoir un peu, à me mettre dans le monde, c'est-à-dire une petite fille qui grandit à l'île de la Réunion dans une situation qu'on dit post-coloniale, c'est-à-dire, bon, c'est plus le statut colonial, mais c'est pareil, dans une école française qui ne tient absolument pas compte du monde dans lequel elle vit, qui n'en parle jamais, dans un monde très censuré culturellement, socialement, très hiérarchisé racialement, et qui, en même temps, grandissant dans une famille où on lit énormément, où il n'y a que des livres partout, où on nous offre des livres à toutes les occasions, avec des parents même une mère qui aime le cinéma, on va au cinéma, enfin, toute une question d'ouverture des journaux du monde entier qu'on reçoit à la maison. Et donc, voilà, de faire son chemin, de traverser tout ça, une importance de me libérer de ce qui a pu être mis dans ma tête, à la fois par les normes genrées, mais les normes sociales aussi. Et tout ça, ce sont des chemins, si vous voulez, des chemins où il y a des rencontres avec des livres, avec des personnes, avec des pratiques. Voilà, donc c'est un peu ça, si vous voulez, les livres ont contribué à ce chemin. Et ça, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la littérature, en tant même du seul fait qu'elle existe, pour moi, en tout cas, moi, dans mon expérience de lectrice, depuis que je suis petite, me propose une vision du monde où je lis Oliver Twist, je suis Oliver Twist. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement transcendant dans l'expérience de lecture qui rejoint l'empathie. Je lis Giovanni's Room de James Baldwin et je suis Giovanni. Mais c'est un peu ce que je vous disais, c'est aussi la possibilité d'être transporté, d'ouverture. Je veux dire, pour moi, la littérature, c'est constamment des fenêtres ouvertes, des portes ouvertes. C'est jamais enfermé. On sait que, par exemple, les histoires comptent toujours dans les communautés. Les gens racontent des histoires. Si ces personnes ne peuvent pas lire parce qu'elles n'ont pas eu accès à la lecture ou au livre, l'histoire prend cette place. Que ce soit des fables, des légendes, des mythes ou des histoires. Il y a quelque chose dans l'espèce humaine qui est quand même de raconter des histoires. Et la nécessité de témoigner aussi, justement de faire de quelque chose, d'en faire un récit est extrêmement important. Et tout le monde, tous les êtres humains font des récits. Donc pour moi, la littérature est importante parce que moi j'aime le livre, mais je ne pense pas que le récit ne passe que par le livre. Il peut passer aussi par la poésie orale, dite, par le chant. La force pour moi de ça est très grande. La force de la voix humaine aussi qui raconte, qui dit ces récits, comment la voix porte le récit. Et donc cette voix, elle peut être entendue, c'est-à-dire bon, je l'entends parce que c'est une voix que j'entends, que j'écoute, ou je l'entends quand je lis. Pour moi, la force de ça est absolument bouleversante, quoi. Je trouve ça bouleversant que les êtres humains arrivent à raconter tant d'histoires et que
ça reste une source si grande d'émotions, de joie, de mélancolie, de tristesse, je trouve ça formidable. C'est beau parce que du coup, ça ramène la littérature, une littérature qui est militante, et la littérature de Diane Brand, c'est une littérature militante, à quelque chose qui est aussi, du coup, pour le coup, qui me rappellerait plutôt, si on veut parler tradition française, le nouveau roman, c'est-à-dire, ça rappelle un peu la disparition, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'essayais d'écrire un roman où il n'y a pas de genre? Et la disparition, je le rappelle, c'était un roman où il n'y avait pas la lettre E. Et il y a quelque chose comme ça d'extrêmement ludique, et d'extrêmement expérimental dans la littérature, sans que ce soit tout d'un coup des montagnes de littérature expérimentale qui fassent peur à tout le monde, parce que il y a justement cette histoire et qu'on se sert de l'histoire pour porter une vision du monde, quoi, singulière. Oui. Puis, comme je disais, moi, ça me reste dans la tête. Parfois, je sais que le soir, pour m'endormir, je me raconte l'histoire du livre que je viens de lire dans ma tête. Je déroule toute l'histoire dans ma tête et je m'endors là-dessus. Enfin, quand je vois votre bibliothèque, quand même, je me dis, il y a un livre sur deux qui est pas vraiment... vous dormez bien après vous être raconté l'histoire de Joseph Andras, dont on a parlé plus tôt, par exemple, de Fernand Yveton? Mais c'est pas... Je dors bien, je dors parce que, de toute façon, finalement, les romans un peu, comment dire, tout est beau, tout ça, je dois avouer, ça m'intéresse pas beaucoup, j'arrive pas à les lire, je trouve ça ennuyeux complètement, je sais pas, je trouve ça gnangnan, quoi, je sais pas. Je suis pas surprise. Je sais pas, il y a toute une littérature qui est pas nécessairement mauvaise, hein, je dis pas ça, hein, attention, hein, mais ça ne me touche pas, je peux pas dire que ça me touche, quoi. Je veux pas du tout être méprisante, mais ça ne me touche pas du tout, je veux dire, il faut... Pardon, quand vous me demandiez comment je trouve des livres, par exemple, si je vais dans un pays pour du travail ou autre chose, j'essaie de voir quelle est la littérature, pour la lire. Pas comme témoignage, mais pour un petit peu, un peu quand même... je connaissais pas, je vais découvrir quelque chose. Pour rencontrer le pays. Oui, puis pour un peu me déplacer, quoi. Je trouve que le livre déplace aussi. Déplace, et ça, c'est très, très important d'être constamment déplacé. D'accord, mais ça me paraît une parfaite conclusion à notre entretien. C'est très important d'être constamment déplacé. J'ai une toute dernière question. Si je sais que vous détestez choisir, par mesure d'urgence, s'il fallait lire un de ces 3 livres dont vous nous avez parlé aujourd'hui, lequel devrait être sur le haut de la pile? Écoutez, si je dois conseiller un livre aux personnes qui vont m'entendre, je vais proposer le livre qui est en français, parce qu'il sera quand même plus abordable. Je pense, d'abord, on va le trouver en librairie, alors que les autres, on va pas les trouver. Et voilà, donc Joseph Andras, de Nos Frères Blessés. Mais une dernière chose aussi, je pense qu'un livre tire toujours un fil. Donc, on lit ça, et on veut en lire d'autres. Un livre, c'est jamais, ça se referme jamais. Il se referme, lui, de Nos Frères Blessés, on l'a terminé. Mais il nous renvoie à d'autres. Et donc, c'est toujours. Il y en a toujours. Il n'y a jamais qu'un seul livre dans la vie. La bibliothèque en expansion. Merci beaucoup, Françoise Vergès, de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Vous venez d'écouter le Book Club avec Françoise Vergès. Les 3 livres recommandés sont De Nos Frères Blessés, de Joseph Andras, aux éditions Actes Sud, et non traduit encore en français, The Last Children of Tokyo, de Yoko Tawada, et Theory, de Diane Brand. Vous pouvez retrouver le dernier livre de Françoise Vergès, Le féminisme décolonial, aux éditions La Fabrique. Cet entretien a été mené par Clémentine Golzal, Pauline Thompson a composé la musique, Maude Ventura était à l'édition et à la coordination, Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Le Book Club est un podcast de Louis Média que vous pouvez retrouver sur notre site louismedia.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Surtout, vous pouvez nous laisser des commentaires, partager le podcast et en parler autour de vous. Autour de vous. Autour de vous. Autour de vous. Autour de vous.